Maîtriser ton esprit est comme essayer d'éteindre un feu avec les mains vides. La chaleur t'accable, la fumée t'aveugle, et si tu ne te contrôles pas, tu finis par brûler toi aussi. C'est ainsi que sont les émotions lorsque tu ne sais pas les gérer. Elles te consument de l'intérieur, peu importe ce que tu sembles à l'extérieur. Si à l'intérieur tu es en guerre avec toi-même, tu as déjà perdu. Et pas par faiblesse, mais par manque d'entraînement. Cette vidéo n'est pas une autre conférence de motivation, c'est un appel à l'attention, un coup sec de réalité pour ceux qui en ont assez de perdre leur calme pour n'importe quoi. Ici, nous ne venons pas pour adoucir tes blessures, nous venons pour déchirer le bandeau que tu as sur les yeux. Parce que si tu continues à réagir sans réfléchir, si tu continues à donner le contrôle de ton esprit à tes impulsions, tu continueras à tourner dans la même boucle de toujours. Et tu le sais, le problème n'est pas ce qui se passe, c'est comment tu décides de l'affronter. La vie va te provoquer. Les gens vont toucher tes blessures, vont tester ta patience, vont défier ta paix. Mais c'est là que commence le véritable entraînement. C'est là que tu dois montrer que tu es éveillé, que ni la colère, ni le jugement des autres, ni la peur de déplaire, ni ce besoin absurde d'avoir toujours le dernier mot ne te domine. Parce que celui qui crie a perdu. Celui qui réagit sans réfléchir s'est déjà rendu. Mais celui qui respire, celui qui observe, celui qui répond intelligemment au milieu du chaos, c'est celui qui commande vraiment. Cette vidéo est pour que tu cesses d'être une marionnette de tes émotions et que tu deviennes quelqu'un qui choisit comment agir. Nous allons démanteler les mécanismes automatiques qui te sabotent. Nous allons entraîner l'esprit pour qu'il ne tombe pas au premier coup. Parce que si tu ne te gouvernes pas toi-même, les autres le feront. Ou pire, tes impulsions le feront. 8 leçons, 8 moments de rupture où avant tu aurais explosé et maintenant tu vas rester debout. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu es éveillé. Reste jusqu'à la fin si tu es prêt pour cela. Pour arrêter de vivre à la merci du monde et commencer à vivre depuis ton centre, ferme comme un rocher, au milieu du tremblement de terre. 1. Maîtrise le feu avant qu'il ne te consume. Une bombe n'explose pas à la dernière seconde. Elle explose à cause de l'accumulation de toutes les précédentes. C'est ainsi que fonctionne ton esprit quand tu n'apprends pas à t'arrêter. Chaque malentendu non résolu, chaque critique que tu n'as pas traitée, chaque émotion que tu as ignorée s'accumule en silence. Jusqu'à ce qu'une chose petite, presque insignifiante, allume tout. Et là tu es, perdant le contrôle pour un message, pour un geste, pour un mot. Mais l'explosion n'a pas commencé là. Elle a commencé bien avant, quand tu as cessé de respirer, quand tu as cessé de penser et commencé à réagir. Respire avant de brûler n'est pas seulement un conseil. C'est un avertissement, parce que ce que tu ne contrôles pas te contrôle, et il n'y a pas de plus grand esclavage que d'être prisonnier de tes impulsions. Tu crois que crier te rend fort, que répondre immédiatement te donne du pouvoir, mais tu ne vois pas que ce pouvoir est faux. Le véritable pouvoir étant celui qui peut se retenir quand tout en lui demande d'exploser. En celui qui, au lieu d'exploser, se donne une seconde. Juste une. Et en cette seconde, décide de ne pas détruire ce qu'il a tant coûté à construire. Nous vivons dans une société qui récompense la réaction rapide, la réponse agressive, l'impulsion. Mais être rapide n'est pas être sage. Et tu n'es pas ici pour répéter ce que tout le monde fait. Tu es ici pour briser ce modèle, pour observer quand quelque chose t'allume et au lieu de répondre avec du feu, répondre avec conscience. Parce que ce que tu fais à cet instant change tout. Tu peux escalader un conflit ou tu peux le couper. Tu peux nourrir ton anxiété ou tu peux la calmer. Tu peux ouvrir des blessures ou tu peux protéger ce que tu aimes. Le stoïcisme te le rend clair. Entre ce qui se passe et ce que tu fais, il y a toujours un espace. Cet espace est ta liberté. Mais si tu ne le défends pas, tu le perds. Si tu ne l'entraînes pas, tu l'oublies. Et quand tu l'oublies, tu retournes à la même chose. Tu cries, tu regrettes, tu casses, puis tu demandes pardon. Mais le mal est déjà fait. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être conscient, de respirer avant de réagir.
de ne pas te laisser utiliser comme détonateur de leur propre frustration. Demande-toi ceci avec honnêteté. Combien de fois as-tu explosé avec quelqu'un que tu ne devais pas? Combien de fois as-tu utilisé des mots comme des couteaux? Combien de fois t'es-tu perdu toi-même en ne prenant pas une pause? Chaque fois que tu tombes dans cela, tu perds de l'énergie, du respect et de la paix. Et il n'y a aucune excuse qui le justifie. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est de prendre le commandement. Ne pas attendre que les autres changent. Tu changes. Parce que seulement quand tu es bien à l'intérieur, tu peux gérer ce qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si les grands leaders, ceux que nous admirons vraiment, ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui restent fermes quand tout s'effondre. Ils respirent avant de brûler. Non pas parce qu'ils ne ressentent pas, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas se laisser emporter par ce qu'ils ressentent. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Que lorsque le monde te provoque, tu choisisses d'être un feu contrôlé. Que tu ne sois pas une flamme qui détruit, mais une flamme qui éclaire. Respire avant de brûler. Pas pour les autres, pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Parce que si tu n'es pas ton refuge, n'importe quel vent te renversera. Parce que si tu ne choisis pas la paix, le chaos te choisira. 2. Celui qui t'irrite te forme. Les émotions sont comme des poids invisibles. Chaque personne qui t'irrite est comme une charge supplémentaire dans l'entraînement de ton esprit. Tu n'es pas dans une salle de sport, mais chaque jour la vie te met face à quelqu'un qui teste ta patience, ton ego, ta capacité à garder ton calme. Et tu décides si cette rencontre te détruit ou te renforce. Parce que oui, celui qui t'irrite te forme. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Ce n'est pas ton obstacle, c'est ton épreuve. Et tu es ici pour la surmonter, pas pour réagir comme d'habitude. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que le problème est à l'extérieur, que si l'autre changeait, tout serait en paix. Mais le monde ne va pas s'adapter à ton niveau de calme. C'est ton esprit qui doit s'élever au-dessus de ce qu'il ne peut pas contrôler. Quand quelqu'un te provoque, il révèle ce que tu ne maîtrises pas encore. Il te montre ton point faible, parce que si tu avais vraiment la paix, tu ne serais pas perturbé. Si tu savais qui tu es, ce que les autres disent de toi ne t'affecterait pas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un éveillera ta colère, demande-toi « Quelle partie de moi n'est pas encore résolue ?» Marc Aurèle le disait clairement, « Celui qui pêche, pêche contre lui-même. Celui qui crie, qui offense, qui provoque, se trahit. Mais tu n'as pas à tomber à son niveau. Si tu le fais, tu deviens ce que tu critiques. Mais si tu restes ferme, en silence, en observant, alors tu grandis. Parce que celui qui maîtrise sa réaction ne se fige pas, il se renforce. Il ne fuit pas le conflit, il le transcende. Et cela se travaille avec chaque situation inconfortable, chaque personne difficile, chaque moment où tu aurais perdu le contrôle. Tu décides si tu te laisses emporter par ce que font les autres ou si tu utilises cela comme une opportunité de te polir. La vie ne cessera pas de t'envoyer des personnes irritantes, mais tu peux cesser d'être vulnérable à elles. Chaque fois que quelqu'un te perturbe, répète mentalement « Merci pour l'entraînement ». C'est un rappel puissant. Il te sort du mode victime et te met en mode apprentissage. Parce qu'il ne s'agit pas d'éviter tous ceux qui te dérangent, il s'agit d'arrêter de réagir à partir de la blessure. Les stoïciens savaient que l'environnement ne peut pas toujours être contrôlé, mais la réponse interne peut l'être. Sénèque affirmait que le plus grand pouvoir d'une personne est d'ignorer ce qui ne mérite pas son énergie. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est comprendre qu'il ne vaut pas la peine de se battre à chaque bataille, ni de répondre à chaque attaque. Parce que si tu réagis à tout, tu finis épuisé, vide, débordé. Mais si tu choisis tes réponses, tu conserves ta force. Et c'est là le véritable contrôle. Chaque rencontre inconfortable est un test pour voir si ce que tu as appris fait déjà partie de toi ou si c'est juste une théorie. Si tu arrives à rester calme alors que tout essaie de te renverser, alors tu ne réagis plus, tu choisis. Et c'est là que commence le véritable changement. Parce que lorsque personne d'autre ne peut te contrôler, ni par des mots, ni par des attitudes,
C'est là que tu as vraiment commencé à maîtriser ton monde intérieur. Celui qui t'irrite te forme. N'oublie pas cela. 3. Se taire avec force, pas avec peur. La voix la plus dangereuse n'est pas celle qui crie, c'est celle qui garde le silence tout en comprenant tout. Comme un prédateur qui n'a pas besoin de faire du bruit pour dominer le terrain, c'est ainsi que fonctionne l'esprit entraîné. Le véritable pouvoir ne s'annonce pas, il se contient. Et celui qui sait se taire quand tout le pousse à exploser ne se réprime pas. Il choisit la stratégie la plus élevée, celle du contrôle absolu. Parce que oui, il y a des mots qui détruisent plus que les coups, et il y a des silences qui sauvent plus que 1000 explications. Mais il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, il s'agit d'apprendre à ne pas agir chaque fois que votre ego est blessé. Vous êtes tellement habitué à vous défendre, à réagir, à avoir le dernier mot, que vous confondez parler avec courage. Mais parler par impulsion n'est pas du courage, c'est de la faiblesse déguisée. C'est la peur de ne pas être entendu, c'est de l'orgueil sans direction. Et ce type de bruit ne construit pas le respect, il ne laisse que des cicatrices. Vous n'êtes pas ici pour gagner des discussions, vous êtes ici pour gagner le contrôle intérieur. Et cela se réalise en comprenant que tout ne mérite pas une réponse. Qu'il y a des provocations qui cherchent seulement à vous entraîner sur un terrain où vous perdez votre centre. Qu'il y a des personnes qui ne veulent pas dialoguer, elles veulent vous déstabiliser. Si vous entrez dans ce jeu, vous avez déjà perdu. Peu importe à quel point votre réponse est intelligente, vous avez déjà cédé le contrôle. Mais si vous choisissez de vous taire, si vous choisissez d'observer, si vous choisissez de ne pas répondre au feu par le feu, alors vous montrez que vous n'êtes pas partie de cette dynamique. Vous montrez que vous êtes plus. Marc Aurèle vivait entouré de tensions. En tant qu'empereur, il avait le pouvoir de faire taire qui il voulait, mais il choisissait souvent le silence comme réponse. Non pas parce qu'il n'avait pas d'argument, mais parce qu'il comprenait que la vraie valeur réside dans l'esprit qui n'a pas besoin de se justifier. Et vous aussi pouvez choisir ce niveau, mais cela nécessite de la pratique. Cela nécessite que chaque fois que vous ressentez l'impulsion de parler par orgueil, vous vous demandez si cela vient de votre centre ou de votre insécurité. Savez-vous ce qui dérange le plus une personne qui cherche à vous provoquer? Que vous ne réagissiez pas, que vous ne lui donniez pas le spectacle, que vous ne descendiez pas au niveau où elle se sent à l'aise. Le silence devient alors une déclaration, non pas d'indifférence, mais de pouvoir, parce qu'à ce moment-là, vous arrêtez de vous battre pour des batailles insignifiantes et vous commencez à préserver votre énergie pour celles qui comptent vraiment. Se taire, c'est aussi répondre, mais pas avec des mots, mais avec de la retenue. Pas avec des explications, mais avec de la clarté. Pas avec de la confrontation, mais avec de la direction. Vous n'êtes pas sur ce chemin pour être quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Vous êtes là pour devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de le faire. Parce que celui qui est en paix avec lui-même n'entre pas dans des guerres qui ne mènent nulle part. Chaque fois que le monde vous provoque, souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de répondre, que vous pouvez voir, comprendre et continuer à marcher, et que si vous vous taisez, vous ne perdez pas, vous construisez le respect. D'abord envers vous, ensuite envers l'environnement. Et ce respect silencieux, ce contrôle tranquille, ce self-control invisible, c'est ce qui vous sépare du reste. Celui qui se tait par faiblesse se brise de l'intérieur. Mais celui qui se tait par force s'élève, parce que tout n'est pas crié, tout n'est pas argumenté, tout n'est pas expliqué. Parfois, le véritable contrôle est de ne pas laisser ce qui est à l'extérieur décider de votre état intérieur. Et c'est une leçon que très peu sont prêts à apprendre. Se taire, c'est aussi contrôler, et dans ce contrôle naît votre pouvoir le plus pur, le plus fort et le plus indestructible. 4. Ta valeur ne se mendie pas. Imagine un diamant oublié au milieu de la boue. Il ne brille pas parce qu'on ne le nettoie pas, on ne le montre pas, on ne le valorise pas, mais il reste un diamant. Le problème n'est pas son essence, c'est l'environnement qui ne sait pas le voir.
C'est ce qui se passe avec toi chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un de ta valeur. Quand tu t'expliques trop, quand tu t'efforces de plaire, quand tu poursuis la validation comme si c'était de l'oxygène, tu t'enterres dans une boue qui ne te correspond pas. Parce que la valeur authentique ne se mendie pas. Elle se reconnaît. Elle se maintient en silence, même quand personne ne l'applaudit. Tu as été conditionné à croire que tu dois gagner l'amour, l'attention, le respect, que si tu t'efforces assez, si tu es gentil, si tu plais, si tu es toujours disponible, alors les autres te valoriseront. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que plus tu donnes par peur de perdre, plus tu perds ta dignité. Tu te vides en essayant de remplir des attentes qui ne sont même pas les tiennes. Et le plus dangereux, tu confonds l'amour avec l'acceptation temporaire, le respect avec le besoin, la connexion avec la dépendance. Épictète l'a clairement averti, si tu veux que les autres te valorisent, commence par te valoriser toi-même. Mais cela ne signifie pas devenir égoïste ou déconnecté. Cela signifie arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à partir de l'intérieur. Le respect se projette dans ta posture, dans ton ton, dans ta capacité à dire non sans trembler, dans ton silence quand les autres exigent une réaction, dans ton absence quand l'environnement cesse de te nourrir, parce que celui qui se valorise vraiment ne rivalise pas, ne supplie pas, ne se justifie pas. Pense-y. Combien de fois as-tu senti que tu devais prouver quelque chose, que tu devais montrer que tu étais suffisant, que si tu ne t'expliquais pas, on te jugerait mal? C'est le jeu le plus épuisant, parce qu'il ne finit jamais. Aujourd'hui, tu fais quelque chose pour plaire, demain tu en feras plus. Et à la fin, tu ne sauras toujours pas qui tu es sans le reflet des autres. C'est le piège. Te perdre pour être accepté, te changer pour ne pas déranger, et puis regarder en arrière et ne pas te reconnaître. Marc Aurèle a écrit que l'âme tranquille est celle qui ne se traîne pas après l'approbation, qui vit en paix avec sa vérité, même si elle est incomprise. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour vivre avec cohérence, pour agir à partir de ce que tu sais que tu es, pas à partir de ce que les autres attendent. Et si cela dérange, qu'il dérange. Parce que souvent, ce qui dérange le plus les autres n'est pas ce que tu fais, mais le fait que tu ne dépendes pas de leur validation. Alors si tu mendies de l'attention, arrête. Si tu attends qu'on te choisisse, choisis-toi. Si tu supportes par peur d'être seul, comprends que tu es déjà seul, seulement mal accompagné. Tu n'es pas fait pour vivre à moitié, tu n'es pas né pour demander la permission d'exister. Et s'il y a une chose que ce chemin exige, c'est que tu commences à marcher avec la poitrine haute, même si personne n'applaudit. Ta valeur ne se mendie pas, elle se reconnaît dans le silence de ta fermeté, elle se ressent dans la façon dont tu te retires quand le respect n'est plus là. Elle se perçoit dans ton regard quand tu sais qui tu es et que tu ne le négocies pas. Et quand tu arrives à ce point, le monde commence à te traiter différemment. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu as cessé de t'offrir comme si tu étais dispensable. 5. Change l'histoire, pas le fait. Une blessure mal cicatrisée ne cesse pas de saigner simplement parce que tu t'habitues à la voir. Tu peux la couvrir, l'ignorer, te distraire, voire la justifier, mais elle reste là, ouverte, faisant mal en silence. Et ce n'est pas le fait qui te retient, c'est l'histoire que tu continues à te raconter sur ce qui s'est passé. Parce que la douleur ne s'enracine pas dans ce qui s'est passé, mais dans le récit que tu répètes jour après jour. Cette voix intérieure qui dit « Cela m'est arrivé, c'est ce que je suis maintenant » et qui transforme un fait en identité, une expérience en prison. Tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux réécrire l'interprétation que tu en fais. C'est le pouvoir que beaucoup oublient. Ils pensent qu'ils sont condamnés à vivre en réaction à ce qui s'est passé, à ce que quelqu'un leur a dit, à ce qu'ils n'ont pas eu. Mais le stoïcisme t'enseigne autre chose, que les faits sont neutres, que tu leur donnes forme, poids et signification, et que si tu ne surveilles pas ce récit interne, tu finiras par réagir non pas au présent, mais à ce que tu traînes encore du passé. Combien de fois as-tu réagi à partir de la vieille douleur? Combien de fois as-tu jugé le présent avec les yeux d'hier?
Ce que quelqu'un a dit il y a des années résonne encore dans ta tête comme si c'était vrai. Ce que tu n'as pas réussi à faire à ce moment-là décide encore de ce que tu crois pouvoir accomplir aujourd'hui. Mais la question est, vas-tu continuer à vivre comme la victime d'une histoire que tu peux reformuler? Vas-tu continuer à donner du pouvoir à un souvenir qui est déjà passé, que tu ne peux pas changer, mais que tu continues à nourrir chaque fois que tu le répètes? Épictète enseignait que nous ne sommes pas perturbés par les faits, mais par les opinions que nous avons sur eux. Et tu as le pouvoir de changer cette opinion. De dire, oui, cela s'est passé, mais cela ne signifie pas que je suis moins. Oui, cela a fait mal, mais cela ne me définit plus. Oui, on m'a trahi, mais je ne suis pas cette trahison. Il ne s'agit pas de nier ce qui a été vécu. Il s'agit de lâcher la chaîne émotionnelle que tu traînes attachée à cela. Parce que tant que tu ne changes pas cette histoire, tu continueras à répéter les mêmes schémas, à attirer les mêmes conflits, à justifier les mêmes blessures. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis de faire avec cela. Chaque fois que tu décides d'observer ta douleur, au lieu de réagir à partir d'elle, tu prends le contrôle. Chaque fois que tu choisis de répondre à partir de ton présent et non à partir de ton traumatisme, tu entraînes ton esprit. Parce que la maîtrise émotionnelle ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie cesser d'être esclave de ce que tu ressens. Et cela se réalise lorsque tu décides de regarder le fait avec une autre lentille, une plus large, plus sage, plus réaliste. On t'a trahi? Oui. Ça t'a fait mal? Aussi. C'était injuste? Probablement. Mais il n'est plus nécessaire de porter tout cela comme si c'était une partie de ton identité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une page du livre, pas le titre complet. Et si tu restes accroché au même paragraphe, tu ne connaîtras jamais le reste de ton histoire. Personne ne va changer ton passé pour toi. Personne ne va te donner les mots exacts dont tu as besoin pour guérir. Mais tu peux changer l'histoire que tu te racontes. Tu peux la raconter avec une voix plus ferme, plus compatissante, plus libre. Change l'histoire, pas le fait. Parce que le fait est déjà écrit, mais la façon dont tu t'en souviens et dont tu l'utilises, cela dépend encore de toi. Et c'est là que naît ta liberté. C'est là que tu cesses d'être prisonnier de ce qui s'est passé et que tu commences à être l'auteur de ce qui vient. Tu n'as pas besoin d'un passé différent. Tu as besoin d'une nouvelle interprétation. Une qui te rende le pouvoir, une qui te fasse avancer sans peur, parce que la douleur peut rester, mais tu n'as plus à rester au même endroit. 6. Lâche ton corps, calme ton esprit. La tension s'accumule dans le corps comme la poussière dans une maison fermée. Tu ne la vois pas au début, mais tu la sens. Dans les épaules rigides, dans la mâchoire serrée, dans l'estomac contracté. Chaque émotion que tu n'exprimes pas, chaque pensée que tu ne lâches pas, chaque peur que tu gardes, finit par se loger dans un coin de toi. Et il arrive un moment où tu ne sais pas si tu es anxieux à cause de ce que tu penses ou simplement parce que ton corps ne se souvient plus de ce qu'est le calme. C'est pourquoi cette leçon est si importante. Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois d'abord apprendre à libérer ton corps. Tu ne peux pas avoir des pensées tranquilles dans un corps qui vit comme s'il était en état de guerre. L'esprit et le corps sont connectés de manière plus profonde que tu ne l'imagines. Quand tu es tendu, ta respiration se raccourcit, ta perception devient plus réactive, ton jugement s'obscurcit. Le corps dit à l'esprit qu'il y a un danger, même s'il n'en existe pas. Et l'esprit, qui ne distingue pas entre une menace réelle et une menace imaginaire, réagit comme si quelque chose de grave allait se passer. C'est ainsi que tu entres dans la boucle, l'un nourrit l'autre. La tension du corps déclenche des pensées d'alarme, et ces pensées tendent encore plus le corps. Les stoïciens comprenaient cette connexion, bien qu'ils n'utilisaient pas des termes modernes comme anxiété ou stress. Ils savaient que la sérénité commence par les actes les plus simples. Sénèque recommandait de marcher, de respirer profondément, de bouger avec intention. Non pas parce que l'exercice était à la mode, mais parce qu'il comprenait qu'un corps calme facilite un esprit clair.
Tu ne peux pas espérer penser avec sagesse si tout ton système est saturé de tension. Le corps parle ce que l'esprit tait. Et si tu n'écoutes pas, il te le crie sous forme de fatigue, d'insomnie, de douleurs inexpliquées, de réactions exagérées. Combien de fois as-tu senti que tout t'accable et tu ne sais pas pourquoi? Combien de fois es-tu irrité sans raison apparente? Ou accéléré quand il n'y a même pas de hâte? La réponse est dans ce que tu portes. Parce que même si tu ne parles pas de tes émotions, ton corps continue de les soutenir. Et si tu n'apprends pas à lâcher physiquement ce qui te pèse, tu finiras par croire que cet état de tension est ta façon normale de vivre. Mais ce n'est pas le cas. Le calme n'est pas un luxe, c'est une décision. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de penser davantage, tu as besoin de bouger différemment. Respirer profondément n'est pas seulement une technique, c'est un message que tu envoies à ton système nerveux. C'est ta façon de lui dire « Je suis en sécurité, il n'y a pas de hâte, il n'y a pas de danger ». Et quand ton corps le comprend, ton esprit le suit. La maîtrise émotionnelle ne commence pas toujours par des mots. Parfois, elle commence par fermer les yeux et expirer, par marcher sans but, juste pour libérer le poids, par rester immobile et observer comment le corps garde des tensions que tu n'as pas décidées, mais que tu peux laisser partir. Ne confonds pas cela avec la fuite. Lâcher le corps n'est pas éviter les problèmes, c'est se préparer à les affronter sans être au bord de l'effondrement. C'est comprendre que si tu entraînes ton corps à réagir toujours avec tension, ton esprit ne connaîtra jamais le repos. Mais si tu fais du mouvement un outil, du repos un acte sacré, de la respiration une pratique quotidienne, alors ton esprit commencera à répondre depuis un autre lieu. Plus clair, plus ferme, plus sage, lâche ton corps, calme ton esprit. Parce que souvent, le premier pas pour arrêter de réagir comme d'habitude n'est pas de changer ce que tu penses, mais de libérer ce que tu ressens. Ton corps a tout supporté. Maintenant, c'est à toi de lâcher. Et dans cet acte, sans que tu dises un mot, commence le véritable contrôle. 7. Ta paix n'a pas de prix. La paix intérieure est comme l'oxygène. Tu ne la vois pas, mais quand elle te manque, tout commence à s'effondrer. Tu peux avoir de l'argent, des réalisations, de la compagnie, des éloges. Mais si tu es agité à l'intérieur, si tu vis en attendant qu'un élément extérieur apaise ta tempête, alors tu n'as rien de solide, parce que la paix n'est pas un prix que quelqu'un d'autre peut te donner, c'est une décision que tu prends tous les jours, et le plus important, c'est un territoire que tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'envahir. Tu as donné ta paix de nombreuses fois, pour t'intégrer, pour ne pas déranger, pour éviter les disputes, pour maintenir des relations qui ne respectent plus ta croissance. Tu as dit oui quand tu voulais dire non. Tu as souri alors qu'à l'intérieur tu te brisais. Et tout cela t'a éloigné de toi. Mais voici la leçon. Rien, absolument rien, ne vaut plus que ta paix. Ni une opinion, ni une excuse, ni une attention momentanée. Si quelque chose te vole ta tranquillité, ce n'est pas un gain, c'est une perte déguisée. Le stoïcisme t'enseigne que la seule chose que tu possèdes réellement est ton monde intérieur. Épictète affirmait que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux décider comment tu réagis. Et ce choix définit ta liberté. Tu n'es pas ici pour réagir à chaque stimulus. Tu es ici pour vivre avec intention, pour reconnaître quand une conversation ne construit plus, quand un lien n'apporte plus, quand une situation ne mérite plus ton énergie. Et quand tu le vois clairement, tu dois avoir le courage de te retirer, parce que ta paix n'est pas négociable. Tu n'es pas obligé de répondre aux messages que tu ne veux pas répondre. Tu n'es pas obligé de rester là où il n'y a plus de réciprocité. Tu n'es pas obligé de porter des émotions qui ne sont pas les tiennes. Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de confronter, mais de lâcher en silence. Choisir le bien-être avant l'ego. Le calme avant la raison. Parce que lorsque tu comprends la valeur de ta paix, tu arrêtes de la donner pour n'importe quel geste, pour n'importe quel mot gentil qui arrive tard, pour n'importe quelle promesse brisée déguisée en opportunité. Marc Aurèle disait qu'une âme tranquille voit plus clairement. Et c'est vrai,
Depuis le calme, tu prends de meilleures décisions. Tu vois les gens tels qu'ils sont vraiment. Tu identifies ce qui te fait du bien sans avoir à justifier ce qui te fait du mal. Mais pour arriver à ce point, tu dois faire de la place. Espace mental, émotionnel, physique. Tu dois arrêter d'être là où tu ne peux pas respirer, parce que personne ne fleurit au milieu de l'asphyxie. Commence à observer quelles conversations t'épuisent, quels environnements te fatiguent, quelles dynamiques te font te sentir petit, et commence à choisir différemment, non par orgueil, mais par respect, parce que celui qui se respecte ne cherche pas la guerre, mais ne permet pas non plus les invasions. Celui qui se valorise n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant, il cherche le silence pour se retrouver. Et celui qui comprend le prix de sa paix ne la met jamais entre les mains d'autrui. Ta paix n'a pas de prix, et si quelqu'un te la fait payer, si quelque chose te l'exige en échange d'attention, d'affection ou de validation, alors ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être reconstruites, mais la paix perdue coûte des années à récupérer. Et tu n'es plus là pour payer avec ta santé mentale ce que le monde n'a pas su te donner avec honnêteté. 8. Choisis le calme quand c'est le plus difficile. L'orage n'avertit pas. Il arrive quand tu t'y attends le moins, arrache ce qui n'était pas solide et met à l'épreuve tout ce que tu croyais avoir sous contrôle. Dans ces moments, quand tout est en désordre, il est facile de se perdre. Crier, réagir, blâmer, fuir. Mais c'est là, juste là, où cette dernière leçon a le plus de sens. Choisis le calme quand c'est le plus difficile. Pas quand tout va bien, pas quand tout le monde te comprend. Choisis le calme quand le chaos semble inévitable, quand tes émotions te submergent, quand tout en toi te pousse à exploser. Parce que c'est là que l'on voit de quoi tu es fait. N'importe qui peut être tranquille quand tout va bien, mais la vraie maîtrise se révèle dans le conflit, pas dans le confort. La plupart réagissent comme s'ils n'avaient pas le choix. Ils se laissent emporter par l'impulsion, par la colère, par le désespoir. Et ensuite, ils se justifient. Mais tu n'es plus ici pour justifier ce qui te brise. Tu es ici pour te transformer. Et cela n'arrive que lorsque tu décides d'être le calme au milieu du bruit. Quand au lieu de t'enflammer, tu respires. Quand au lieu d'attaquer, tu observes. Quand au lieu de vouloir avoir raison, tu choisis d'avoir la paix. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens détruire ce que tu as eu du mal à construire. Ton progrès, tes liens, ta dignité, chaque fois que tu choisis de réagir avec colère, tu laisses quelqu'un d'autre diriger ton énergie. Mais chaque fois que tu choisis de rester ferme, même avec le cœur agité, tu entraînes ton esprit à ne pas céder au premier coup. Parce que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force contenue. C'est le type de force qui n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle se maîtrise déjà. Sénèque a écrit que l'homme sage est comme un rocher solide que les vagues frappent sans le déplacer. Tu peux aussi devenir ce rocher, mais tu dois le décider. Personne ne viendra t'offrir la paix. Personne ne te donnera le contrôle de tes émotions si tu ne le prends pas toi-même. Tu dois être prêt à passer par le feu sans devenir un incendie, à voir le chaos sans en faire partie, à maintenir ton centre même quand tout le reste s'effondre. Et oui, ça va coûter, tu vas échouer parfois, tu vas sentir que tu ne peux pas. Mais si tu continues à essayer, si tu continues à t'entraîner, si tu continues à te rappeler que ta paix vaut plus que n'importe quelle impulsion, tu vas construire un esprit inébranlable. Un esprit qui ne vit plus à la merci de ce qui se passe, mais à partir de la fermeté de celui qui sait ce qu'il veut conserver. C'est la dernière leçon, mais peut-être la plus importante, parce qu'il ne s'agit pas de vivre sans chaos, mais de ne pas devenir le chaos. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne laisser rien te contrôler. Et ça dépend de toi. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une pratique quotidienne, dans le trafic, dans les disputes, au travail, dans tes relations. Chaque moment est un choix. Chaque mot que tu ne dis pas, chaque réaction que tu décides de transformer en compréhension, chaque fois que tu choisis le silence quand avant tu aurais crié, c'est une victoire. Choisis le calme quand c'est le plus difficile, parce que c'est là que ton esprit se libère, où ton énergie se protège,
où ta valeur s'affirme, et où le monde commence à comprendre qu'on ne joue pas avec toi, non pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es en paix. Et personne ne peut prendre le contrôle à quelqu'un qui a déjà décidé de ne jamais le perdre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas, vivre seul, c'est comme rester seul dans une tempête sans abri. Tout le monde court se mettre à l'abri, cherche des refuges empruntés, des distractions pour apaiser la peur. Mais toi, tu décides de rester au milieu du vent, te mouillant jusqu'aux os, sans autre abri que ton propre esprit. Et là, dans le froid le plus cru, sans voix extérieures pour te dire qui tu es ou ce que tu dois faire, commence le véritable entraînement. Parce que la solitude n'est pas absence, c'est révélation. Et seuls ceux qui supportent le silence sans se briser découvrent de quoi ils sont vraiment faits. Cette vidéo n'est pas pour embellir la solitude avec des phrases vides. C'est pour ceux qui se sont sentis brisés en elle, confus, en guerre avec leur propre tête. C'est pour montrer que cette même solitude, si tu arrêtes de lui résister et commences à l'habiter, peut être ta plus grande transformation. Parce que vivre seul ne signifie pas être vide. Cela signifie arrêter de dépendre pour commencer à construire de l'intérieur. Et oui, ça va faire mal. Parce que le silence ne caresse pas, il confronte. Il te jette à la figure chaque partie de toi que tu as évité de regarder. Tes peurs, tes impulsions, tes dépendances émotionnelles, tes mensonges. Mais si tu soutiens le regard, si tu ne te caches pas, c'est là que commence le changement. Personne ne devient fort entouré d'applaudissements. La force naît quand il n'y a personne pour te relever et que tu te relèves quand même. La solitude est le champ de bataille où tu entraînes ton esprit, domptes tes émotions et façonnes ton caractère. Ce n'est pas une étape pour survivre, c'est un rituel pour renaître. Et si tu sais la parcourir avec intention, quand tu reviendras au monde, tu ne seras pas le même. Tu seras quelqu'un qui n'a plus besoin de s'intégrer, quelqu'un qui a appris à se soutenir seul. Parce que tu as compris quelque chose que la plupart ignorent, que vivre seul n'est pas perdre de la compagnie, c'est gagner en présence. Quand tout se tait, apparaît qui tu es vraiment. Le silence ressemble beaucoup à entrer dans une grotte en pleine obscurité. De l'extérieur, elle semble vide, inoffensive, mais une fois que tu entres, tout change. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, jusqu'à ce que tu commences à t'écouter. Là-bas, où il n'y a pas de bruit pour te distraire ni de voix pour te calmer, tout ce que tu as réprimé commence à prendre forme. C'est là que résident les pensées que tu as enterrées, les peurs que tu as maquillées, les vérités que tu as niées. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence totale de soi-même. Et quand tu vis seul, cette grotte devient ta maison. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils trouveront en eux. C'est pourquoi ils le remplissent de musique constante, de réseaux sociaux, de conversations vides, de tout ce qui peut couvrir l'écho intérieur. Mais tôt ou tard, si tu décides de grandir, tu devras éteindre le monde pour pouvoir t'écouter. Parce que la croissance réelle ne vient pas des stimuli externes, mais du courage de faire face à ce que tu as toujours évité. En solitude, il n'y a personne pour soutenir tes murs. Et quand les murs tombent, apparaît ce que tu es vraiment. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est le maître le plus cru et le plus honnête que tu auras. Il ne va pas t'applaudir. Il ne va pas te dire que tout va bien. Il va te montrer les fois où tu as prétendu être bien, les décisions que tu as prises par peur, les fois où tu as cherché de la compagnie juste pour ne pas ressentir le vide. Et cette douleur est nécessaire. Parce que ça fait mal de regarder ce que tu n'as pas guéri, mais c'est 1000 fois pire de continuer à fuir cela. Habiter le silence, c'est choisir de voir clairement. Et la clarté, bien qu'inconfortable, libère. À ce stade où tu vis seul et le monde semble se taire, il y a une opportunité unique. Chaque matin en silence est un rendez-vous avec toi-même. Chaque nuit sans bruit est une fente pour découvrir quelles pensées apparaissent quand tu ne les contrôles pas. Ne sois pas effrayé si ce que tu entends n'est pas joli.
Personne ne commence avec un esprit en paix, mais seul celui qui reste, qui écoute avec humilité, peut commencer à s'organiser de l'intérieur. La plupart des gens ne s'écoutent que lorsqu'ils crient. Celui qui apprend à s'écouter calmement prend l'avantage. La philosophie stoïcienne a toujours parlé du pouvoir de l'introspection. Marc Aurèle, dans ses méditations, n'écrivait pas pour les autres. Il écrivait pour organiser son esprit au milieu du chaos. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler tes jugements, tes pensées, ton dialogue interne. Et cet entraînement commence dans le silence. Pas quand tu es entouré de gens, pas quand tu as un soutien constant, mais quand le seul son est ta respiration et tes pensées qui se heurtent les unes aux autres. La plupart survivent au silence comme s'il était une menace, mais celui qui l'habite avec intention le transforme en force. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses, mais tu dois avoir le courage de te poser les bonnes questions. Pourquoi fuis-tu d'être avec toi? Qu'essaies-tu d'éviter? Que se passe-t-il quand toutes les voix s'éteignent et qu'il ne reste que la tienne? Ne fuis pas le silence, utilise-le. Parce que c'est là que l'esprit fort s'entraîne. C'est là que tu découvres qui commande en toi, tes peurs ou ta conscience. Tu n'es pas dans une grotte pour te cacher. Tu es là pour t'écouter. Et quand tu le fais, tu n'as plus besoin de tant de bruit pour te sentir vivant. 2. Crée de l'ordre avant que le chaos ne décide pour toi. L'esprit est comme une pièce sans fenêtre. Si tu ne décides pas ce qui entre et ce qui sort, tôt ou tard, la poussière s'accumule, les objets s'entassent et le désordre te consume de l'intérieur. Personne n'entre là-bas sauf toi, et pourtant, beaucoup permettent que cette pièce interne soit remplie de pensées étrangères, d'émotions non traitées et de décisions reportées. Quand tu vis seul, le désordre ne se cache pas. Il n'y a pas d'excuses, pas de coupable, pas de distraction qui maquille la confusion. Là, tu te confrontes face à face avec la façon dont tu organises ou négliges ton propre monde intérieur. La solitude a cette cruauté. Elle transforme chaque acte en reflet de ton état mental. Les vêtements non pliés, la vaisselle non lavée, le réveil que tu repousses, tout parle de comment tu te sens à l'intérieur. Et le problème n'est pas le désordre physique, mais ce qu'il représente. Parce que lorsque tu laisses l'environnement décider pour toi, lorsque tu permets au chaos de s'installer, ce que tu dis, même en silence, c'est que tu as abandonné. Que tu ne crois pas que tu mérites la clarté, ni la structure, ni la paix. L'ordre, dans la vie de celui qui vit seul, n'est pas une obsession esthétique, c'est une déclaration de pouvoir personnel. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, mais de marquer ton territoire dans ton propre esprit. De te prouver que tu peux maintenir un rythme, créer une routine, construire une structure qui ne dépend de rien ni de personne. Parce que dans le chaos, vit l'anxiété, le doute, la perte de direction. Mais l'ordre, bien qu'il semble simple, est une ancre. Et lorsque le monde extérieur est agité, cette ancre te sauve de naufrager dans tes propres pensées. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de ce que tu peux contrôler. Et en solitude, ce contrôle commence par ce que tu fais de ton temps, de ton corps, de tes habitudes. Tu ne peux pas contrôler la tristesse, mais tu peux faire ton lit. Tu ne peux pas contrôler l'incertitude, mais tu peux sortir marcher à la même heure chaque jour. Tu ne peux pas contrôler le passé, mais tu peux écrire ce que tu ressens et transformer le chaos émotionnel en mots. C'est le genre d'ordre qui non seulement organise l'environnement, mais organise ton caractère. Créer de l'ordre ne signifie pas vivre rigide. Cela signifie avoir le courage de prendre des décisions conscientes avant que la négligence ne te façonne sans que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas facile, parce que lorsque personne ne te voit, il est tentant de lâcher la corde, tout remettre à plus tard, manger n'importe quoi, dormir sans horaire, penser que ce n'est pas grave si tu laisses la journée s'écouler sans direction. Mais ça l'est. Parce que chaque fois que tu choisis le désordre, tu renforces l'idée que ta vie ne mérite pas de structure. Et cela affaiblit lentement ta discipline, ton estime de toi et ta clarté. L'ordre est une forme de résistance. C'est la façon dont tu dis au chaos, « Ici, c'est moi qui commande ». N'attends pas d'avoir de la motivation pour ranger.
Fais-le quand tu n'en as pas envie, parce que c'est là que se construit le caractère. Dans l'acte simple de nettoyer ton espace, de planifier ta journée, de respecter une routine, tu dis quelque chose de plus profond. Tu dis que ta vie vaut assez pour la soutenir avec intention. Et ce message, répété jour après jour, commence à transformer ta perception de toi-même. Vivre seul ne doit pas être synonyme de désordre émotionnel ou physique. Au contraire, c'est le moment idéal pour redéfinir ta structure interne. N'attends pas que le chaos te force à réagir. Anticipe. Décide comment tu veux habiter ton jour, ta maison, ton esprit. Parce que si tu ne le fais pas, le chaos le fera pour toi. Et ce que le chaos décide te mène rarement là où tu veux aller. 3. Ta voix intérieure peut te relever ou te détruire. Ton esprit est comme une pièce avec des haut-parleurs internes qui ne s'éteignent jamais. Tu peux sortir du bruit extérieur, tu peux éteindre le téléphone, fermer les fenêtres, mais tu ne peux pas fuir cette voix qui vit en toi et qui te parle sans cesse. Cette voix te suit partout, te parle pendant que tu te douches, pendant que tu marches, pendant que tu essaies de dormir. Et le plus dangereux, c'est que tu ne la remets pas toujours en question. Souvent, tu l'écoutes simplement, tu la crois, tu lui obéis. Cette voix peut devenir ton meilleur allié ou ton pire bourreau. Tout dépend de ce que tu lui as appris à dire. Vivre seul te force à affronter cette voix sans filtre. Quand il n'y a pas de stimuli externe pour couvrir tes pensées, tout est amplifié. Les jugements, les doutes, les comparaisons, les souvenirs. Ce que tu pouvais ignorer entre les conversations, le bruit et la compagnie, devient maintenant le protagoniste. Et si cette voix intérieure est entraînée à te couler, à te répéter tes échecs, à t'humilier avec tes erreurs, tu vas sentir que tu vis avec un ennemi que tu ne peux pas expulser. Mais si tu l'entraînes à te corriger sans te maltraiter, à te demander sans t'écraser, à te guider au lieu de te saboter, alors cette voix devient une force pure. La plupart des gens vivent sans se rendre compte que cette voix n'est pas la vérité. C'est juste l'écho de tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont souffert, tout ce que les autres leur ont dit et qu'ils ont adopté. Cette voix se forme avec des années d'expérience, de critiques, de blessures et de croyances non remises en question. Et quand tu vis seul, cet écho devient plus clair. Là, tu peux commencer à entendre ce qu'elle dit vraiment. Et le plus important, tu peux commencer à lui répondre. Pas avec de la haine, mais avec de la conscience. Pas avec de la peur, mais avec de l'intention. Marc Aurèle parlait dans ses écrits avec lui-même. Non pas pour bien paraître devant quelqu'un, mais pour rééduquer son esprit. C'est ce qu'on fait en solitude. Observer ce que la voix intérieure répète et commencer à la modeler. Tu ne peux pas permettre que ton dialogue interne soit un couteau qui te blesse tous les jours. Tu n'as pas non plus besoin de le transformer en un mensonge optimiste. Il suffit que cette voix soit juste, ferme et humaine. Qu'elle ne te parle pas comme ton pire ennemi, mais comme quelqu'un qui veut te voir avancer sans dissimuler tes erreurs ni les amplifier. Réviser ton dialogue interne n'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est un exercice quotidien, parfois épuisant, mais essentiel. Parce que ce que tu te dis quand tu es seul, sans public, sans compagnie, sans validation, c'est ce qui définit la relation que tu as avec toi-même. Tu peux construire toute une vie en cherchant l'approbation externe, mais si tu ne sais pas te parler avec respect, tu ne te sentiras jamais en paix. La tranquillité ne vient pas du silence extérieur, elle vient de l'équilibre interne entre exigence et compassion. La prochaine fois que tu te surprends à te dire « Je ne peux pas, je suis un désastre, je ne changerai jamais », arrête-toi. Demande-toi si c'est vraiment ta voix ou si c'est la voix de quelqu'un qui t'a marqué. Peut-être que cette voix n'est pas née avec toi. Peut-être que tu l'as hérité, mais aujourd'hui, en vivant seul, tu as l'espace et la liberté pour la réécrire. Tu peux entraîner ton esprit à être un refuge, pas une prison, pour qu'il te rappelle qui tu es au milieu du chaos, pas pour te rappeler ce que tu as perdu. Ta voix intérieure est le narrateur de ta vie. Et si ce narrateur ne répète que la douleur, la critique et la peur, peu importe combien tout est en ordre à l'extérieur,
à l'intérieur, ce sera toujours un champ de bataille. Mais si tu réussis à enseigner à cette voix à être claire, ferme et sage, tu auras fait un pas de géant dans ton processus de transformation. Parce qu'il n'y a pas de solitude plus destructrice que celle de vivre avec un esprit qui ne sait pas comment te traiter. Et il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de transformer cet esprit en ton véritable foyer. 4. Pose des limites avant que le monde ne te consume. Ta vie est comme un terrain fertile. Si tu ne mets pas de clôture, n'importe qui entrera pour le fouler, pour prendre ce qu'il veut, pour le salir, même sans mauvaises intentions. Et quand tu t'en rends compte, tu ne sais plus quelle partie du terrain t'appartient vraiment. Tu es épuisé, sans espace, sans clarté. Les limites ne sont pas des murs pour t'éloigner du monde. Ce sont des structures pour protéger ce que tu cultives. Et quand tu vis seul, tu n'es pas à l'abri de l'interférence du monde. Au contraire, c'est quand tu es le plus vulnérable à remplir ton espace avec ce dont tu n'as pas besoin, avec ce qui ne te nourrit pas, avec ce qui te distrait seulement. Il y a un mensonge très répandu, être seul t'isole de tout. En réalité, c'est dans la solitude que l'on remarque le plus combien de toi a été façonné par l'extérieur. Tu te rends compte de combien de décisions tu as prises sous pression, combien de fois tu as dit oui par peur du rejet, combien de fois tu as laissé quelqu'un occuper ton espace émotionnel, mental ou physique, simplement parce que tu ne savais pas poser de limites. Et c'est là que commence le vrai travail, non seulement être seul, mais aussi reconstruire ta capacité à décider jusqu'où les autres peuvent aller et où tu commences. Une limite ne s'impose pas avec des cris, elle se construit avec clarté. Savoir dire non n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Dire « cela n'entre pas dans ma vie » n'est pas se fermer au monde, c'est ouvrir la porte seulement à ce qui ajoute. Les stoïciens parlaient de la tempérance, non pas comme une restriction absurde, mais comme l'art de choisir ce qui est juste. Se fixer des limites à soi-même est la première étape. Savoir jusqu'où tu vas céder, combien d'énergie tu vas donner, quelles conversations tu ne vas plus tolérer, quelles habitudes tu ne vas plus répéter même si cela te coûte. Quand tu vis seul, personne ne te surveille. Cela te donne du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Tu peux laisser tout entrer, des messages à n'importe quelle heure, des nouvelles qui ne font qu'intoxiquer, des personnes qui ne cherchent qu'à se vider sur toi. Ou tu peux élever un mur interne qui n'isole pas, mais qui protège. Parce que vivre en paix n'est pas seulement méditer ou lire des livres, c'est filtrer ce que tu laisses toucher ton esprit, ton corps, ta routine. Et cela ne se fait qu'avec des limites fermes, conscientes et soutenues. Beaucoup de gens se sentent coupables de poser des limites. Ils pensent qu'ils sont durs, qu'ils éloignent les autres. Mais si tu ne prends pas soin de ton espace, personne ne le fera pour toi. Tu ne peux pas blâmer le monde pour avoir envahi ce que tu as laissé ouvert. C'est inconfortable, oui, mais nécessaire. Parce que chaque fois que tu dis non avec respect, tu te dis oui à toi-même. Chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te vide, tu te rapproches de ton centre. Ce n'est pas une fuite, c'est de la maturité. Imagine que ta journée est une pièce avec une porte. L'as-tu toujours ouverte? Entre qui veut, quand il veut, en disant ce qu'il veut. Ou as-tu déjà appris à fermer la porte quand tu as besoin de silence, quand tu as besoin de te concentrer, quand tu as besoin de guérir? Tu n'es pas plus sage pour tout supporter. Tu es plus sage quand tu sais ce que tu ne vas pas permettre. C'est du respect, c'est de l'auto-soin, c'est te connaître assez pour savoir que tu mérites d'être en paix. Les limites ne doivent pas être des excuses pour éviter la croissance, elles doivent être des chemins pour conserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Parce que si le monde te consomme, il ne reste rien de toi pour toi. Et dans ce vide, revient le chaos, revient le désordre, revient la confusion. Ne laisse pas cela se produire. Définis ton espace, honore ton processus, protège ton énergie. Parce que celui qui n'apprend pas à dire stop finit par vivre la vie que les autres décident. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. 5. Transforme la solitude en une discipline quotidienne. La solitude est comme une montagne enneigée. Vue d'en bas, elle semble froide, dure, inaccessible. Mais celui qui décide de l'escalader et de rester
Découvre une clarté qui ne se trouve pas sur les chemins faciles. Il ne s'agit pas de survivre au froid, il s'agit de s'adapter à lui, de bouger avec précision, de respirer consciemment, de faire de chaque pas un choix. C'est ainsi que fonctionne aussi le processus d'être seul. Il ne suffit pas de le supporter ou de le tolérer. Ce qui transforme, c'est de le convertir en discipline, en une forme de vie qui te forge, qui t'organise, qui t'apprend qui tu es quand tout l'extérieur disparaît. La plupart croient que la solitude est une parenthèse, un moment entre les relations, entre les étapes, entre les projets. Mais ceux qui changent vraiment ne sont pas ceux qui attendent que ça passe. Ce sont ceux qui utilisent chaque jour comme un entraînement. Parce que lorsque tu n'as pas à respecter les horaires des autres, lorsque personne ne t'attend ni ne te demande, ce que tu fais de ton temps devient une preuve brutale de ton engagement envers ta propre croissance. Te lèves-tu ou restes-tu? Manges-tu par impulsion ou par soin? Perds-tu des heures ou les investis-tu? La solitude met en lumière ta véritable relation avec la discipline. Transformer la solitude en routine n'est pas remplir ta journée de tâches comme échappatoire, c'est établir des rythmes qui te soutiennent, avoir des horaires qui te renforcent, pas qui te serrent. Faire de ton matin un acte conscient, de tes après-midi un espace de concentration, de tes soirées une clôture avec intention. Et pas parce que quelqu'un te le demande, mais parce que tu choisis de te construire à partir de l'ordre. La discipline en solitude est liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de diriger ton énergie vers ce qui en vaut la peine, vers ce qui te fait avancer même quand personne ne regarde. Les stoïciens ne parlaient pas de discipline comme d'une punition, mais comme d'une vertu. Sénèque disait que la liberté est d'obéir à la raison. Et Épictète enseignait que celui qui se domine lui-même n'a plus besoin de dominer quoi que ce soit d'autre. Vivre seul est l'occasion parfaite de pratiquer cette autonomie réelle, celle qui ne dépend pas de la surveillance ni des règles imposées, mais de la conviction. Quand tu te disciplines dans la solitude, tu te dis à toi-même que tu comptes, que tes habitudes ne sont pas décoratives, elles sont fondamentales. N'attends pas d'être motivé. Attends d'être engagé. La différence est énorme. La motivation s'en va, la discipline reste. Il y aura des jours où il te sera difficile de te lever, où tu voudras te perdre dans les distractions, où tu sentiras que rien n'a de sens. C'est là que se mesure ton processus. Parce que n'importe qui peut être ordonné quand tout va bien. Mais celui qui reste ferme dans la routine, quand l'esprit doute, quand le corps ne veut pas, quand le silence pèse, c'est celui qui est vraiment en train de changer. Commence par le minimum. Réveille-toi à la même heure. Planifie tes repas. Entraîne ton corps, même si ce n'est que pour une demi-heure. Consacre un moment de la journée à la réflexion sans écran. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie d'un coup. Tu as juste besoin de te prouver, jour après jour, que tu peux te soutenir sans dépendre du chaos extérieur. Et quand cela devient une habitude, tu te rends compte de quelque chose de fondamental, que la solitude n'était pas le problème. C'était l'outil dont tu avais besoin pour devenir quelqu'un de solide. Parce que quand la solitude cesse d'être une improvisation et devient un rituel, elle ne fait plus peur, elle donne du pouvoir. Le pouvoir de te choisir, le pouvoir de ne pas te distraire, le pouvoir de continuer à avancer sans témoin. Et cela, dans un monde plein de bruit, est une forme de force que peu de gens connaissent. Mais tu peux la construire, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que la solitude cesse d'être un lieu inconfortable et devienne ta meilleure discipline. 6. Ce que tu fais quand personne ne te voit définit qui tu es. Être toi-même sans témoin, c'est comme marcher sur un pont invisible. Personne ne voit si tu avances ou si tu t'arrêtes, si tu trébuches ou si tu te relèves. Seul toi sais si le sol est ferme ou si tu es au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de public, pas de validation, pas de regard pour te récompenser de bien faire. Il n'y a que toi avec ta conscience. Et c'est le jugement le plus difficile à affronter. Parce que quand personne ne te regarde, il n'y a pas d'excuse. Il ne reste que tes décisions.
et c'est là que se révèle qui tu es vraiment. La plupart des gens se comportent en fonction de leur environnement. Dehors, ils sont courageux, concentrés, positifs. Mais quand la solitude arrive, quand la nuit tombe et que toutes les voix s'éteignent, la version réelle apparaît. Pas celle que le monde applaudit, mais celle que personne ne connaît. Et dans cet espace, sans témoin, les décisions pèsent plus lourd. Parce que quand tu fais ce qui est juste sans avoir besoin que quelqu'un le sache, c'est là que tu construis ton caractère. Mais si tu n'es discipliné que quand on te regarde, tu n'es pas fort. Tu joues la comédie. Être seul n'est pas le problème. Le problème est ce que tu fais de ce silence. Tu peux l'utiliser pour grandir ou pour te détruire. Tu peux le transformer en excuse ou en entraînement. Personne ne voit si tu repousses ton jour ou si tu l'affrontes. Personne ne t'applaudit si tu tiens ta parole. Personne ne te pointe du doigt si tu mens ou si tu abandonnes. Mais tu le sais. Et cette connaissance pèse. Elle pèse quand tu prétends que ça n'a pas d'importance. Elle pèse quand tu répètes que demain sera différent. Mais aujourd'hui, tu retombes dans la même chose. Parce que ce que tu fais sans témoin s'accumule. Cela s'inscrit dans ton esprit. Et un jour, cela devient ton identité. Les stoïciens insistaient sur l'intégrité interne. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même quel type d'homme il devait être. Non pas pour qu'on l'admire, mais pour ne pas se perdre dans les flatteries ou le chaos. Parce que quand tout est silencieux, la seule chose qui peut te soutenir est la cohérence avec toi-même. Si tu dis que tu veux la paix mais que tu vis en contradiction, tu ne progresses pas, tu t'épuises. Si tu affirmes que tu cherches un but mais que ta journée s'échappe en distraction, tu n'es pas seul, tu es abandonné. La solitude est un privilège mal compris. Les gens la fuient parce qu'ils ont peur de se confronter à ce qu'ils font quand personne ne regarde. Mais c'est justement là, dans cet espace sans filtre, que tu peux te renforcer. Quand tu te lèves sans qu'on te le demande. Quand tu tiens tes promesses sans que personne ne t'exige. Quand tu t'entraînes, réfléchis, étudies, corriges, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne, tu envoies un message clair à ton esprit. Ma parole vaut même quand je suis le seul à l'entendre. C'est du respect, c'est de la discipline profonde, et c'est aussi de la liberté, parce que tu ne dépends plus de la pression extérieure pour rester debout. Tu n'as plus besoin d'un patron, d'un ami, d'un partenaire ou d'une autorité pour être constant. Tu t'as toi. Et si tu arrives à tenir cela, alors tu as gagné quelque chose qui ne s'achète ni ne se feint, l'intégrité. Alors regarde-toi aujourd'hui. Pense à ce que tu as fait quand personne ne te regardait. As-tu tenu bon ou as-tu cédé à nouveau? Non pas pour te juger, mais pour que tu t'en souviennes. Parce que chaque choix dans l'ombre construit l'avenir que tu verras en pleine lumière. Et si aujourd'hui tu décides de te corriger, si aujourd'hui tu décides de tenir bon même sans témoin, tu es un pas de plus vers être quelqu'un de réel, solide et libre. Personne n'a besoin de le savoir. Il suffit que tu ne l'oublies pas. 7. Le silence révèle ce que le bruit te cache. Le bruit est comme un brouillard lumineux. Il brille, distrait, séduit. Mais il cache aussi. Derrière chaque son constant, chaque message, chaque stimulus qui interrompt tes pensées, il y a quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Et quand le bruit disparaît, quand tu te retrouves enfin dans une pièce où tu n'entends que ta respiration, le monde réel apparaît. Pas le monde extérieur, mais celui de l'intérieur. Celui qui attend depuis des années que tu le regardes. Le silence n'invente rien. Il te montre seulement ce qui a toujours été là et que toi, par confort ou par peur, as décidé d'ignorer. Nous vivons entourés de distractions, des musiques qui sonnent sans sens, des conversations qui comblent des vides, des écrans allumés du lever au coucher du soleil. Et l'ironie est que tout ce bruit semble être la liberté, mais en réalité, c'est une forme sophistiquée d'esclavage. Parce que quand tu es seul et que tout se tait, beaucoup ne supportent pas 5 minutes sans chercher quoi écouter, quoi regarder, quoi répondre. Pas par ennui, mais parce qu'ils savent que si le silence s'étire, ils commencent à s'écouter. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que cette voix intérieure a à dire.
La solitude sans silence n'est pas une transformation, c'est une évasion. Il ne suffit pas d'être sans compagnie. Il faut apprendre à être sans distraction. Parce que c'est seulement dans cet espace pur, où il n'y a pas de bruit pour te défendre, que les pensées qui révèlent le fond de ton histoire apparaissent. Cette insécurité que tu n'as pas encore résolue, ce schéma que tu continues à répéter, cette blessure que tu pensais fermer, et bien sûr que ça dérange. Bien sûr que ça dérange. Le silence n'est pas confortable. Il est direct. Il ne te crie pas, mais il ne te ment pas non plus. La philosophie stoïcienne parlait de la retraite comme d'une forme de nettoyage mental. Pas pour devenir un ermite, mais pour cesser d'être esclave du bruit extérieur. Marc Aurèle écrivait qu'il n'est pas nécessaire de fuir à la campagne ou dans la nature pour trouver la paix. Il suffit d'entrer en soi-même. Mais cette entrée ne se fait pas avec de la musique en fond sonore, ni avec des conversations forcées, ni avec 1000 stimuli ouverts en même temps. Elle se fait dans le silence, dans ce moment où tout le reste se ferme et il ne reste que ta conscience qui regarde en face ce que tu ressens vraiment. Le silence, si tu sais l'utiliser, devient un filtre. Tu cesses d'accepter ce que tu tolérais auparavant. Tu découvres que beaucoup de tes réponses étaient automatiques, que tes opinions étaient héritées, que tes désirs n'étaient même pas les tiens. Parce que quand tout se tait, tu cesses de réagir et tu commences à observer. Et cette observation change tout. Tu te rends compte que tu n'es pas triste, tu es épuisé, que tu n'es pas en colère, tu es frustré, que tu n'es pas perdu, tu n'as simplement jamais pris le temps de t'arrêter. Et cela ne s'apprend pas en lisant, cela s'apprend en se taisant. La véritable transformation commence lorsque tu apprends à ne pas fuir le silence, quand tu cesses d'avoir besoin de musique pour marcher, de notifications pour te sentir vivant, de bruit pour t'échapper de toi-même. Ce n'est pas que le bruit soit mauvais, c'est qu'il ne peut pas être constant, il ne peut pas être ton refuge, parce que si tu ne le lâches jamais, tu ne découvriras jamais ce qui se cache derrière, et ce derrière est souvent inconfortable, mais il est aussi libérateur. Alors reste dans le silence, même si au début il semble vide, même si tu as peur de ce qui va apparaître, même si tu ne comprends pas ce que tu ressens, reste, parce que derrière ce malaise, il y a des réponses. Il y a de la clarté, et il y a une version de toi qui ne pourra jamais se réveiller tant que tu resteras anesthésié par le bruit. Le silence, si tu le vis avec fermeté, ne t'éteint pas, il te révèle. Et dans un monde où tout le monde le fuit, celui qui ose l'écouter commence déjà à être différent. 8. Tu n'es pas seul, tu es en formation. Vivre seul n'est pas une punition, c'est une forge. Tu n'es pas perdu, tu es en train d'être façonné. Ce qui semble maintenant vide, confusion ou isolement est en réalité l'étape la plus honnête de tout processus de transformation. Comme l'acier avant de devenir une épée, comme la graine avant de percer la terre, tu traverses un processus que beaucoup ne comprendront pas de l'extérieur, car la croissance silencieuse est invisible à l'œil pressé. Mais tu la sens. Tu sens comment quelque chose en toi se durcit, non pas de froideur mais de solidité. Et cela, bien que cela fasse mal, est une évolution. La société t'a appris à craindre d'être seul. Elle t'a vendu l'idée que tu as besoin d'une compagnie constante pour te sentir complet, que la valeur se mesure en connexion et le bonheur en validation. Mais personne ne t'a appris à te regarder en solitude et à reconnaître le pouvoir qui y réside. Car celui qui apprend à se soutenir sans mains extérieures, celui qui cesse de demander l'approbation et commence à marcher de ses propres pas, celui-là ne revient pas de la même manière. Il ne revient pas vide, il revient éveillé. Tu n'es pas seul, tu es en train de nettoyer. Tu filtres ton environnement, tes relations, tes habitudes, tes pensées. Tu détoxifies ton esprit de tout ce qui l'affaiblissait. Tu reconfigures ta capacité à choisir à partir de la clarté, non de la peur. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sélection. Tu apprends à être suffisant sans dépendre des regards, à être en silence sans te sentir perdu, à agir sans attendre que quelqu'un te dise si tu as bien ou mal fait. Et cela, même si le monde ne l'applaudit pas,
est une des formes les plus pures de liberté. Ce moment de solitude n'est pas la fin du chemin, c'est le début de ta reconstruction. C'est la pause nécessaire avant le saut. C'est l'espace dont l'âme a besoin pour lâcher tout ce qui est faux et se rappeler l'essentiel. Tu es dans un processus qui n'est pas toujours visible, mais que tu ressens à chaque décision que tu prends, à chaque émotion que tu traverses sans anesthésie, à chaque acte quotidien que tu fais maintenant pour toi et non pour quelqu'un d'autre. C'est là que se produit le véritable changement. Pas dans les discours, pas dans les plans futurs, dans ce que tu choisis aujourd'hui, dans ce que tu soutiens en silence, dans ce que tu décides de laisser derrière toi sans faire de bruit. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas brisé, tu es en train de construire une base. Tu n'es pas isolé, tu es en train de te reconnecter avec toi-même. Et tu ne perds pas ton temps, tu es en train d'affiner l'instrument qui jouera avec force lorsque le moment sera venu. Cette étape est difficile, oui. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de témoins. Mais c'est pour cela qu'elle est sacrée. Parce que tout ce que tu accompliras maintenant, tout ce que tu conquéras dans cette solitude sera à toi pour toujours. Personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra le feindre. Tu n'es pas seul. Tu es en formation. Tu écris une nouvelle version de toi-même chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner. Chaque silence que tu habites sans fuir, chaque limite que tu imposes, chaque pensée que tu transformes. Tu apprends à être avec toi sans bruit, sans mensonge, sans masque. Et lorsque tu auras terminé ce processus, tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Ta présence parlera pour toi. Et le monde le ressentira, même s'il n'a jamais vu le chemin que tu as parcouru. Parce que ceux qui se forment dans le silence marchent avec une force qui ne se crie pas. Elle se respire, elle se remarque, elle s'impose, sans effort, sans mots, juste en existant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Tous les cris ne font pas de bruit. Certains déchirent en silence, et celui-là que personne n'entend mais que tu ressens est celui qui te transforme le plus. Il arrive un moment où ton âme ne veut plus d'explication, elle veut la paix. Ne pas crier, ne pas démontrer, ne pas discuter, juste disparaître. Comme un incendie qui a tout consumé et qui cherche maintenant à se reconstruire à partir des cendres, sans témoin, sans permission, sans demander pardon, pour ne plus être celui qui se mettait à genoux émotionnellement pour un peu d'affection. Cette vidéo n'est pas pour celui qui a encore besoin de valider sa douleur avec des mots. Elle est pour celui qui a compris que le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir concentré. Elle est pour celui qui en a assez d'être mal interprété, pour celui qui en a marre de rester dans des endroits où sa valeur était ignorée, comme s'il criait dans une pièce pleine de sourds. Tu n'es pas venu ici pour qu'on te dise que tout ira bien. Tu es venu parce que quelque chose en toi a déjà explosé, et tu cherches à te reconstruire sans te rabaisser pour personne. Ce que tu vas entendre n'est pas une motivation de supermarché. C'est la stratégie de celui qui s'est brisé en 1000 morceaux et au lieu de chercher de la colle ailleurs, a décidé de devenir feu. Un feu qui ne crie pas, mais qui brûle. Et quand le monde ne comprendra pas pourquoi tu n'es plus là, pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi tu n'insistes pas, là commencera ta vengeance la plus élégante, ton silence. Parce que celui qui t'a une fois contrôlé avec des émotions, se désarme quand tu choisis de ne pas jouer le même jeu. Cette vidéo est une arme. Chaque mot est une façon de te rappeler que tu n'as pas besoin de hausser la voix pour que le monde t'entende. Parfois, il suffit de partir. Parfois, il suffit de fermer la bouche pour que tout l'environnement commence à parler seul. Tu le comprendras quand tu verras comment le bon silence peut être plus cruel, plus sage et plus puissant que n'importe quel argument. Prépare-toi. Parce que tu n'es pas ici pour rester le même. Tu es ici pour apprendre à disparaître avec classe, à te taire avec force et à guérir sans spectateur. 1. Ne fleuris pas sur une terre qui ne t'arrose pas.
Il y a des terres où tu ne grandiras jamais, même si tu t'efforces, même si tu donnes le meilleur de toi-même, même si tu te brises 1000 fois pour t'adapter. Il y a des endroits qui ne te tuent pas d'un coup, mais qui te dessèchent lentement. Ils éteignent ton âme, flétrissent ta voix, te font croire que le problème, c'est toi parce que tu ne fleuris pas. Mais la vérité est plus cruelle. Tu ne fleuris pas parce qu'on ne t'arrose pas. Non pas parce que tu n'as pas de potentiel, mais parce que tu investis ton énergie là où il n'y a pas de réciprocité. Et tu sais ce qui est le plus brutal? Que bien souvent, tu le savais déjà. Tu sentais que cet endroit, cette personne, cette relation ou cet environnement ne te nourrissait pas. Mais tu es resté, par peur, par habitude, par espoir aveugle, en espérant qu'un jour, peut-être, il remarquerait ton effort et déciderait de te valoriser. Mais cela n'arrive pas, parce que celui qui a besoin de te voir flétri pour se sentir fort ne te donnera jamais d'eau. Ce que personne ne t'a dit, c'est que fleurir ne consiste pas seulement à tout donner. Il s'agit aussi de choisir où. Et cela demande du courage. Courage pour quitter l'endroit où tu as tant donné. Courage pour ne pas mendier une goutte d'attention, de respect, d'affection. Courage pour accepter que ce n'est pas de l'orgueil qui t'éloigne. C'est de la dignité. La terre qui ne t'arrose pas n'est pas ton foyer, c'est ta prison émotionnelle. Et tant que tu resteras là, tu te consumeras peu à peu, en croyant que tu échoues. Alors qu'en réalité, la seule chose qui est mal, c'est que tu donnes la vie à un terrain mort. Et il n'y a pas de pire trahison que de continuer à t'offrir entièrement à quelqu'un ou à quelque chose qui ne sait que recevoir. Le silence entre ici comme un acte de rupture, de fracture. Tu n'as pas à faire un scandale, tu n'as pas à annoncer ton départ. Pars simplement, sans explication, sans préavis. Cesse de parler là où il n'y a pas d'écoute. Cesse de montrer ton âme là où on ne collectionne que des blessures, parce que ton absence peut faire plus de bruit que toute ta présence ignorée. La personne qui s'était habituée à te voir disponible, sans te donner le minimum, remarquera ton absence lorsque tu commenceras à fleurir ailleurs. Quand tu ne seras plus là, quand tu ne répondras plus, quand tu n'expliqueras plus. Et là, juste là, ils comprendront que tu as perdu la peur, que tu as cessé de chercher leur eau et que tu as trouvé ta propre source. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une renaissance. C'est prendre la décision la plus puissante que quelqu'un peut prendre, arrêter d'insister là où il n'y a pas d'amour. Et pour cela, tu as besoin de silence, de discipline et d'un respect radical pour toi-même. Tu veux fleurir? Regarde-toi d'abord, puis regarde le terrain sur lequel tu te trouves. S'il n'y a pas de réciprocité, si tu es le seul à donner, si tu t'épuises mais que tu n'avances pas, alors tu ne grandis pas, tu survis. Et tu es venu pour quelque chose de plus grand que cela. Alors lève-toi, ramasse tes racines et emmène-les ailleurs. Dans un endroit où il y a du soleil, du respect, un silence fertile et de l'espace pour grandir. Tu n'as pas besoin de permission pour partir. Tu as juste besoin de courage. Et si tu as appris quelque chose sur ce terrain sec, c'est que tu es maintenant plus fort que jamais. Ne fleuris pas sur une terre qui ne t'arrose pas. Fleuris là où ton silence est entendu, là où ton âme respire et là où ta croissance n'est pas une menace, mais une célébration. Parce que tu n'es pas né pour supplier de l'eau, tu es né pour devenir pluie. 2. Disparaître comme celui qui laisse une trace sans marcher. Il y a des départs qui ne font pas de bruit, mais qui laissent trembler le sol où tu marchais auparavant. Ils ne t'ont pas vu crier, ils ne t'ont pas vu courir, ils n'ont pas entendu de porte claquer. Un jour, ils se sont simplement rendus compte que tu n'étais plus là. Et cela, pour l'ego de celui qui t'a manipulé une fois, est une torture silencieuse qui ronge sans pitié. Parce que quand tu disparais bien, quand tu t'en vas sans prévenir, sans scandale, sans drame, tu laisses une trace sans avoir marché fort. Mais tu la laisses. Et elle ne s'efface pas. Les personnes qui ont joué avec ton dévouement ne sont pas prêtes pour un adieu sans discours. Parce que cela leur enlève le pouvoir. Ils attendent une réaction, un dernier mot, une plainte, quelque chose qui leur dit qu'ils ont toujours le contrôle sur toi. Mais tu ne leur donnes pas cela. Tu leur donnes le silence. Et cela les désarme.
Parce que le silence, quand il est intentionnel, n'est pas vide. C'est une présence qui n'est plus là, mais qui pèse encore, comme l'ombre de quelque chose qui est parti et qui ne reviendra pas. Il ne s'agit pas de partir par fierté, il s'agit de partir par respect de soi. Parce qu'il arrive un moment où l'on n'a plus d'énergie pour prouver quoi que ce soit. Ni amour, ni douleur, ni déception. On part simplement. Comme le vent qui se retire sans que tu puisses le retenir, mais qui laisse l'atmosphère froide. C'est ainsi que tu dois partir, sans bruit, sans trace, mais impossible à oublier. Et pendant que tu guéris en silence, loin du jeu émotionnel, de l'autre côté tout devient bruit. Ils ne comprennent pas pourquoi tu n'insistes plus, pourquoi tu ne réponds plus, pourquoi tu n'essaies plus de réparer ce que toi seul soutenais. La confusion qu'ils ressentent, c'est leur punition. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé que tu aurais le courage de disparaître comme celui qui a appris à ne pas mendier ce qu'il mérite. Ce type de retrait est un art. C'est une stratégie silencieuse qui transforme ta douleur en pouvoir. Tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour marquer ta présence. Il suffit de lâcher prise, de te retirer, de transformer ton absence en une présence qui dérange. Parce que maintenant, tu es l'écho de ce que tu as donné. Et cet écho, quand tu n'es plus là, frappe fort. Il y a ceux qui ne comprennent ta valeur que lorsque tu n'es plus là. Quand ils cherchent ton énergie, ton attention, ta disponibilité. Et tout cela n'est plus là. Et c'est là que ta trace commence à faire mal. Parce que tu ne l'as pas laissé avec des mots, tu l'as laissé avec ton absence. Et ce qui ne peut pas être touché, mais qui est ressenti, devient indélébile. Bien disparaître est un acte d'intelligence émotionnelle. Tu ne t'épuises pas, tu ne discutes pas, tu ne mendis pas de clôture, tu comprends simplement. Et celui qui comprend ne crie plus. Celui qui comprend s'en va. Tu n'as pas besoin de fermer des cycles avec des applaudissements. Parfois, la vraie clôture est quand tu cesses simplement d'apparaître. Et c'est ce que les autres n'attendaient pas. Qu'un jour, tu cesses d'être. Qu'un jour, tu comprennes que tu mérites plus que des miettes émotionnelles. Qu'un jour, sans préavis, tu choisisses de disparaître, non pas pour punir, mais pour renaître. Disparais comme celui qui laisse une trace sans marcher, non pas par vengeance, mais parce que tu as compris que là où il n'y a pas d'écoute, il n'y a plus de parole. Et là où il n'y a pas d'arrosage, on ne refleurit pas. Que ton silence soit ton héritage et ton absence, la leçon la plus puissante que tu laisses derrière toi. 3. Renverse le jeu avec ton silence intact. Un incendie ne s'éteint pas en y ajoutant plus de feu. Il s'éteint lorsque tu arrêtes de l'alimenter. C'est ainsi que fonctionnent certaines relations et dynamiques émotionnelles. Plus tu parles, plus ça brûle. Plus tu expliques, plus ça se déforme. Et plus tu te défends, plus tu t'épuises dans un jeu qui n'a jamais été juste depuis le début. Le silence, alors, devient ta seule façon d'éteindre ce qui te consumait. Quand quelqu'un manipule, il ne cherche pas le dialogue, il cherche une réaction. Quand quelqu'un te sous-estime, il ne veut pas te comprendre, il veut que tu te sentes petit. Et quand quelqu'un joue avec tes émotions, il le fait pour se sentir fort pendant que tu doutes de toi. Le meilleur coup? Ne pas entrer, ne pas répondre, ne pas expliquer l'évident. Juste garder le silence et laisser le vide faire son travail. Ce n'est pas de la passivité. C'est un acte de guerre silencieuse. Tu ne fuis pas. Tu décides de ne pas faire partie du chaos. Parce que chaque mot que tu donnes dans une discussion où il n'y a pas de respect est une étincelle de plus sur quelque chose qui aurait déjà dû s'éteindre. Et quand tu choisis le silence, tu arrêtes tout. Celui qui jouait avec tes émotions attend des cris, des larmes, des réclamations. Il attend un spectacle. Mais toi, tu es maintenant le calme. Tu es un mur, pas un rebond. Et ça déstabilise, parce que le silence est une frontière invisible qui dit « Jusqu'ici, tu es arrivé. Ici, tu ne passes plus. » La différence est subtile, mais puissante. Celui qui discute est encore disponible. Celui qui garde le silence ne l'est plus. Celui qui réagit est encore impliqué. Celui qui ne répond plus est parti sans bouger.
et ce retrait sans explication a un effet brutal. Il laisse l'autre pris au piège dans l'écho de ses propres actions. C'est le moment où tu arrêtes de prouver que tu vaux quelque chose, parce que celui qui ne l'a pas vu ne le verra pas en criant. Parce que celui qui n'écoute que lorsque tu élèves la voix ne mérite pas ta voix du tout. Alors, au lieu d'augmenter le volume, tu diminues ta présence. Au lieu d'entrer dans le conflit, tu éteins ton énergie. Et dans ce geste naît ton pouvoir. Le jeu se termine quand tu ne veux plus jouer, quand tu choisis la distance émotionnelle, quand tu arrêtes de te jeter dans le vide en espérant un filet, quand tu comprends que le respect ne se réclame pas, il se remarque. Et s'il n'est pas là, on ne crie pas, on le laisse derrière, renverse le jeu avec ton silence intact, parce que celui qui se connaît vraiment sait que tout ne mérite pas une réponse. Et celui qui a appris à ne pas nourrir les feux des autres commence à construire sa vie à partir du calme, pas à partir du feu. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, il est dans ce que tu décides de ne plus jamais dire. 4. Ne pas expliquer ce que l'âme a déjà décidé de taire. Un arbre ne justifie pas chaque feuille qu'il laisse tomber. Il laisse simplement aller ce dont il n'a plus besoin. Il le fait en silence, sans demander la permission, sans prévenir. Et c'est ainsi que tu devrais agir aussi quand ton âme, après tant d'usure, décide de se taire. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu ne veux plus gaspiller ta vérité là où il cherche seulement la confusion. L'âme parle d'abord avec des mots, puis avec des regards, jusqu'à ce qu'arrive le moment où elle parle avec l'absence. Et celui qui n'a pas su l'écouter quand elle criait, ne mérite pas non plus d'explication quand elle se tait. Parce que celui qui n'a pas écouté ta douleur quand tu l'as partagée ne mérite pas un seul mot de plus de ta part quand le silence devient ton bouclier. On t'a appris que expliquer, c'est être mature, que se justifier, c'est noble. Mais non, expliquer ce qui a déjà été ignoré, c'est te rabaisser. C'est insister pour que ceux qui ont déjà clairement montré qu'ils ne veulent pas te comprendre, te comprennent. Ce n'est pas de la communication, c'est de l'usure. Et l'âme le sait, elle le pressent, elle le décide. Et quand elle décide de se taire, c'est parce qu'elle ne veut plus s'exposer davantage. Les personnes qui te blessent consciemment te demandent souvent des explications quand elles sentent que tu les éloignes. Le silence les dérange, non pas parce qu'elles ont mal de te perdre, mais parce qu'elles perdent le pouvoir de t'interpréter. Elles ne peuvent plus contrôler le récit. Elles ne peuvent plus jouer à la victime pendant que tu te défends. Et cela les déstabilise. Parce que l'âme, quand elle se tait fermement, désarme celui qui ne savait attaquer qu'avec des mots. Tu n'es pas obligé d'expliquer ton retrait, ta distance, ton silence. Tu as tout à fait le droit de garder ce que tu ressens, de fermer le livre à la page que tu choisis et de ne donner d'explication à personne. Parce que ce que l'âme tait, c'est sacré. Et on le respecte, on le protège. Quand ton âme décide de se taire, elle ne le fait pas par orgueil. Elle le fait par fatigue, par lassitude de se répéter dans une langue que personne n'a voulu apprendre. Et tu n'es pas venu pour supplier de la compréhension. Tu es venu pour vivre en paix, pour guérir, pour te respecter. Et cela commence quand tu décides de ne plus te traduire pour ceux qui ne te regardaient qu'avec intérêt, pas avec empathie. Le silence, à ce stade, n'est pas seulement une absence, c'est une barrière. C'est une protection émotionnelle, c'est une ligne qui ne se franchit plus. Et celui qui voulait vraiment te comprendre l'aurait fait quand tu parlais encore. Celui qui te valorisait vraiment n'avait pas besoin que tu lui expliques quoi que ce soit. Il le voyait, il le ressentait, il en prenait soin. Alors n'explique pas, ne te justifie pas, ne t'épuise pas. Ce que ton âme a déjà décidé de taire, garde-le comme on protège quelque chose de sacré. Parce que c'est le cas, parce que tu l'es, tu ne fuis pas, tu choisis de ne plus te trahir pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise avec ta douleur. Ne pas expliquer ce que l'âme a déjà décidé de taire. Celui qui te connaît vraiment n'a pas besoin de mots pour te comprendre, et celui qui ne t'a pas compris quand tu parlais du fond du cœur ne mérite pas d'entendre une seule syllabe de plus. Ton silence n'est pas une faiblesse,
C'est le langage de celui qui en a assez de répéter sa douleur dans un endroit où il n'applaudissait que sa ruine. 5. Sois le vide qui dérange plus que 1000 mots. Un tambour ne sonne que parce qu'il est vide à l'intérieur. Le vide est ce qui génère l'impact. Et il en va de même pour toi. Ce n'est pas ta présence qui résonne le plus, c'est ton absence. Cet espace que tu laisses, sans bruit ni explication, fait plus d'écho chez celui qui t'a perdu que n'importe quel cri désespéré. Quand tu décides de te taire, quand tu décides de ne pas apparaître, de ne pas te justifier, de ne plus donner ton énergie à celui qui l'a gaspillée, quelque chose change dans l'atmosphère. Tu n'es plus là pour amortir le choc de leurs erreurs. Maintenant, ils doivent écouter le bruit que tu avais l'habitude de calmer. Et ce bruit, sans toi, devient insupportable. Tu étais l'équilibre, celui qui soutenait la conversation, qui adoucissait les frottements, qui faisait un pas en arrière pour éviter un conflit. Mais tout cela a un prix. Et un jour, tu le réclames de la manière la plus digne possible, la distance, non pas pour faire du mal, mais pour préserver ce qui reste de toi. Et alors, sans un seul mot, tu deviens un miroir. Ton vide révèle ce que ta présence dissimulait. Tu mets à nu le désordre émotionnel de l'autre, et tu le fais sans l'attaquer, sans te défendre, sans justifier quoi que ce soit. Tu te retires simplement. Tu pars comme le tambour qui a cessé de sonner. Mais l'écho de ce que tu étais persiste. Cela dérange, non pas parce que tu es cruel, mais parce que ton retrait expose la vérité. La vérité que celui qui t'a sous-estimé une fois n'a plus personne à manipuler. Il n'a plus personne à blâmer. Il n'a plus personne avec qui jouer à son jeu émotionnel. Et c'est là que ça commence à faire mal. Ne te sens pas coupable de ce malaise. Il n'est pas à toi. C'est la facture émotionnelle qui arrive à l'autre pour avoir confondu ta patience avec de la faiblesse. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour être le traducteur de tes émotions pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu es venu pour vivre avec force, avec respect, avec présence ou avec absence quand c'est nécessaire. Devenir ce vide qui dérange est un acte de maturité. Tu n'as pas besoin d'être agressif, tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as juste besoin de te retirer calmement et fermement. Faire comprendre, sans rien dire, que tu n'es plus disposé à rester présent là où on ne te cherche que pour se sentir moins vide, à tes dépens. Celui qui voulait te contrôler avec sa confusion est maintenant confus par ton silence. Celui qui voulait te garder disponible sans rien donner doit maintenant faire face au vide que tu as laissé. Et ce vide pèse, parce qu'il n'est pas fait d'indifférence, mais de tout ce que tu as donné avant de partir. Sois le vide qui dérange plus que 1000 mots. Parce que quand tu n'es plus là pour t'expliquer, pour calmer, pour soutenir, ton silence parle pour toi. Non pas comme un cri, mais comme un message définitif. Mon énergie n'est plus allouée, et cette déclaration, bien que muette, s'entend plus fort que n'importe quelle plainte. 6. Reviens à toi comme celui qui revient de l'exil. Vivre en cherchant l'approbation, c'est comme vivre en terre étrangère. Tu marches avec précaution, tu demandes la permission d'exister, tu crains de déranger, tu cèdes trop. Tu t'adaptes pour t'intégrer dans des maisons où tu n'as jamais été le bienvenu. Mais vient le jour où ton âme, brisée et fatiguée, te supplie de revenir à toi, à ton centre, à ton espace, comme celui qui revient de l'exil, avec des cicatrices, mais avec dignité. Ce retour ne s'annonce pas, il se ressent. C'est un retrait silencieux de la fausse appartenance vers ta vérité. Il ne nécessite pas d'applaudissements, ni de justification, juste une décision. Et un peu de courage. Car pour revenir à toi, tu dois renoncer à tout ce que tu as accepté juste pour ne pas être seul. Tu dois lâcher cette version de toi qui a appris à survivre en se taisant, en supportant, en s'adaptant à ce qui faisait mal. Mais tu n'es pas né pour t'intégrer dans des endroits qui te font te rétrécir. Tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire, ni pour expliquer constamment pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Le problème, c'est que pendant longtemps, tu as cru que pour être aimé, tu devais abandonner des parties de toi. Que être disponible était égal à être aimé. Et tu t'es tellement éloigné de toi-même qu'un jour, tu n'as même plus reconnu ton reflet.
Revenir à toi est l'acte le plus sacré que tu puisses faire, et pour cela, tu as besoin de silence, non pas pour te cacher, mais pour t'écouter. Car quand tu es entouré de bruit externe, tu oublies ce que ton corps essaie de te dire. Tu oublies ce que ton âme crie à voix basse, « Je ne veux plus rester ici ». Les personnes qui se sont habituées à te voir disponible à ton détriment vont se sentir mal à l'aise avec ce retour. Elles n'aiment pas quand tu arrêtes de céder, quand tu arrêtes de répondre immédiatement, quand tu n'expliques plus, mais tu ne deviens pas égoïste, tu guéris. Tu récupères ton territoire interne. Tu reviens de l'exil émotionnel où on t'a mis pour pouvoir te contrôler. Et ce genre de retour, bien que solitaire, est puissant. Car tu ne fuis pas le monde, tu reprends ta place en lui, mais depuis ta vérité, depuis ta voix, depuis ton centre. Et celui qui ne comprend pas cela n'a pas à continuer à marcher avec toi. Ne t'excuse pas de te rétablir. N'explique pas pourquoi tu choisis maintenant le silence plutôt que l'exposition. Ne justifie pas ta distance. Parfois tu as besoin de t'éloigner de tout le monde pour te retrouver. Parfois tu as besoin d'être ce vide dont personne ne comprend la raison, mais que tu sais parfaitement pourquoi il existe. Reviens à toi, comme celui qui revient de l'exil, sans faire de scandale, mais avec détermination, comme celui qui a traversé des déserts pour se sauver, comme celui qui a arrêté de chercher un foyer à l'extérieur, parce qu'il a compris qu'il a toujours été à l'intérieur. Et quand tu reviens, n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Plus d'invasion, plus d'occupation forcée, juste du silence, du respect et de la présence. Car ce nouveau toi ne se partage pas avec celui qui l'a brisé. Il se partage avec celui qui sait l'honorer. Et cela commence quand tu le fais toi-même en premier. 7. Trace une distance avec l'élégance de celui qui a déjà compris. Un phare ne discute pas avec la mer. Il s'allume simplement et reste ferme, peu importe combien de vagues tentent d'éteindre sa lumière. Il n'a pas besoin de crier sa fonction. Il éclaire simplement de loin. Et c'est ainsi que doit être ton silence lorsque tu décides de t'éloigner, clair, ferme et élégant. Non par fierté, mais parce que tu as déjà compris. Quand tu comprends qu'insister là où tu n'es pas valorisé est une forme lente d'auto-trahison, tu arrêtes d'essayer de t'intégrer de force. Tu ne cherches plus à fermer des cycles avec des mots. Tu les fermes avec des actions. Et la plus puissante de toutes est la distance. Mais pas celle qui est imposée avec colère, mais celle qui est tracée avec respect pour toi-même, avec un calme si percutant qu'il déconcerte. Parce que quand l'âme comprend, elle n'a plus besoin de crier. Elle n'a plus besoin de s'expliquer ni de se défendre. Elle s'écarte simplement, non par manque d'amour, mais par excès de clarté. Parce que la véritable compréhension ne brûle pas, n'explose pas, n'exige pas. Elle devient un silence sobre, un pas ferme vers un autre lieu, sans regarder en arrière. Et bien sûr, ceux qui bénéficiaient de ta proximité vaine vont le remarquer. La différence est que maintenant, tu ne seras plus là pour écouter leurs justifications. Parce que celui qui jouait auparavant avec tes émotions va maintenant ressentir l'absence de ton engagement. Et cela, même si tu ne le dis pas, est une leçon. La distance tracée avec élégance ne blesse pas, elle réveille. Elle déstabilise seulement celui qui se croyait en droit de t'avoir toujours à disposition. Et ce type d'éloignement, sans scandale ni reproche, est celui qui marque le plus. Parce qu'il ne cherche pas la vengeance, il cherche la paix. Tu n'es plus là pour prouver ta valeur. Celui qui ne l'a pas vue, qu'il la cherche dans l'écho que tu as laissé. Tu n'es plus là pour continuer dans des relations déséquilibrées, des environnements qui drainent, ou des dynamiques où tu dois te battre pour le minimum. Celui qui a compris ne se bat plus, il part. Mais pas avec colère. Il part avec l'attitude de celui qui a su lâcher sans se détruire. Ce silence à toi, plein de fermeté et sans explication, est une barrière invisible qui crie « plus jamais ». Et cela fait plus mal que n'importe quel argument. Parce que tu n'es pas en colère, tu es éveillé. Et quand quelqu'un se réveille, il ne se laisse plus entraîner par le chaos des autres. À partir de maintenant, chaque fois que tu remarques que ta présence est prise pour acquise, trace une distance. Non pour punir,
pour préserver, pour que tu n'oublies pas ce que tu vaux, pour que tu ne te perdes plus en essayant de garder près de toi celui qui n'a jamais vraiment été là. Et n'explique pas ton éloignement. Celui qui n'a pas voulu t'écouter quand tu parlais ne mérite pas un seul mot quand tu décides de partir. Qu'ils comprennent à travers ton silence. Qu'ils comprennent pourquoi tu n'es plus là quand le reflet de leur indifférence les atteint. Trace une distance avec l'élégance de celui qui a déjà compris, parce que celui qui comprend vraiment ne fait pas de bruit. Il fait de l'espace, et dans cet espace, enfin, il respire, il se reconstruit, il s'honore, et il ne revient pas en arrière. 8. Garde ta voix là où ta paix respire. Une bougie ne s'allume pas au milieu du vent, elle se protège, elle se couvre, parce que sa lumière n'a pas besoin de s'exposer à la tempête pour prouver qu'elle existe. Il en va de même pour ta voix. Elle n'est pas faite pour se battre chaque fois que quelqu'un te provoque, ni pour se justifier là où on cherche seulement à te discréditer. Elle est faite pour éclairer là où ta paix a de l'espace pour respirer. Il arrive un moment où tu ne veux plus gagner de discussion. Non pas parce que tu n'as pas d'argument, mais parce que tu comprends qu'il y a des batailles qui se perdent simplement en y entrant. Et ton silence devient un filtre, une frontière. Un refuge où réside ta santé mentale, ta clarté, ton énergie. Parce que tout ne mérite pas une réponse, et tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta vérité. Celui qui te pousse à bout juste pour voir comment tu réagis ne mérite pas le privilège de ta voix. Celui qui déforme tes paroles, qui manipule tes émotions, qui ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ne mérite pas d'entendre ta version la plus authentique. Parce que la voix n'est pas seulement du son, c'est de l'énergie. Et tu n'es pas là pour donner ton énergie dans des endroits où tu te brises à chaque fois que tu parles. Ton silence, alors, devient sacré. Ce n'est pas du vide, c'est une sélection. Tu ne parles plus par impulsion, tu ne parles plus pour convaincre. Tu parles quand cela a du sens, quand il y a du respect, quand il y a de l'écoute. Et si cela n'existe pas, tu gardes ta voix comme on garde quelque chose de précieux. Parce que c'est le cas, parce que tu l'es. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que tu es devenu froid, distant, indifférent. Mais non. Ce qui se passe, c'est que tu as maintenant appris à te protéger. Tu ne donnes plus ton avis pour éviter que les autres se fâchent. Tu ne réponds plus pour apaiser leurs insécurités. Tu as appris à laisser des conversations en suspens, des discussions sans fin, des messages sans réponse, parce que tu as compris que ta paix n'a pas à être négociée. Celui qui se nourrissait de tes explications se retrouve maintenant face à un mur. Et ce mur n'est pas de la colère, c'est de l'auto-soin. Celui qui attendait de te voir te briser en paroles reste maintenant à attendre une réaction qui n'arrive jamais, parce que tu n'es plus à cet endroit. Maintenant, tu es en toi. Parler n'est plus ton devoir, c'est ton choix. Et si l'ambiance est toxique, si la présence de l'autre t'éteint, si chaque conversation se termine par de la manipulation, alors la chose la plus sage à faire est de garder le silence. Non pas comme une punition, mais comme une décision. Ta voix mérite des espaces propres, elle mérite une véritable connexion, elle mérite de l'air. Si parler te laisse plus vide que le silence, alors la réponse est claire, ne le fais pas, attends, prends soin, respire. Laisse ton âme décider quand il est sûr de s'ouvrir. Parce que l'âme, elle aussi se fatigue de parler pour rien. Garde ta voix, là où ta paix respire. Que cela ne te fasse pas mal d'être sélectif, que tu ne trembles pas à l'idée de te taire, là où tu criais avant. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de toujours parler, il est dans le fait de savoir quand ne pas le faire. Et quand cela devient une habitude, personne ne peut plus te voler ta tranquillité, parce que tu as appris à faire du silence, ta forme de protection la plus élevée, et ta forme d'amour-propre la plus profonde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.